vous êtes nombreux à me demander comment battre Novak Djokovic sur dur. Et du coup, moi, j'ai décidé de consigner la tactique parfaite pour le faire déjouer dans ce papier. Steph, écoute bien cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te donner les clés de la victoire et même si tes chances sont minces, peut-être que tu arriveras à faire déjouer le Joker. Novak Djokovic, il se sent un petit peu comme à la maison en Australie, étant donné qu'il est sur une série de 40 victoires consécutives dans le pays des kangourous, 27 victoires de suite à Melbourne où il n'a plus connu la défaite depuis son 8e de finale contre Young Chung en 2018. Et ce qui peut déjà faire trembler ses adversaires, c'est qu'il n'a jamais connu la défaite en finale, 9 matchs disputés, 9 victoires. Ce dimanche, un match à enjeu pour lui, étant donné qu'il tentera de décrocher sa décima à l'Open d'Australie, accessoirement un 22e titre du Grand Chelem, un 93e titre en carrière et surtout, il pourrait retrouver la première place mondiale. Pour couronner le tout, sinon ça serait pas drôle, le Serbe n'a plus connu de déconvenue depuis sa finale au Rolex Paris Masters contre Holger Rune. Depuis 16 victoires avec un 6e titre acquis aux ATP Finals et il a très bien commencé la saison avec un titre à Adélaïde en sauvant une balle de match, s'il vous plaît, en finale contre Sebi Korda. Pour se hisser en finale de l'Open d'Australie, il est venu à bout de Carballes Baena, Kwako, Dimitrov, De Minaur, Rublev ainsi que Tommy Paul. Novak Djokovic a passé 14h30 sur les cours, il a concédé un seul set, c'était contre Enzo Kwako au second tour. Et franchement, ça c'est assez fort, autant que Novak Djokovic arrive en finale en ayant concédé un seul set, ça passe encore, mais que le seul joueur à lui avoir pris un set soit un Français, chapeau Enzo. Et c'est vrai que si on revient 2 semaines en arrière, le tournoi de Novak Djokovic a commencé avec beaucoup d'incertitudes. Il avait quitté Adélaïde avec une raideur à l'ischio-jambier gauche qui avait été provoquée lors de son match contre Daniil Medvedev. Dans la douleur, durant ses 3 premiers tours où ses adversaires n'ont pas réussi à en profiter, Novak Djokovic a clairement haussé le curseur par rapport à son niveau de jeu durant la seconde semaine avec des victoires ultra convaincantes contre De Minaur et Rublev. Alors, est-ce qu'il est vraiment blessé le Joker ? Je pense quand même qu'il a une petite gêne. Parce que on le voit dans ses déplacements côté revers, quand il glisse, quand il est en appui ouvert, en extension, qu'il y a une petite raideur qui le pousse de temps en temps à la faute, mais il n'en reste pas moins supérieur à 99% du circuit. Et la bonne nouvelle, c'est que cette blessure, ça lui permet de jouer un tennis beaucoup plus relâché, beaucoup plus agressif, parce qu'il sait qu'il ne doit pas s'éterniser, et il arrive à prendre de court, vraiment de vitesse, tous ses adversaires. Enfin, il faut quand même noter la qualité irréprochable de son service qui lui permet vraiment de sauver plusieurs balles de break et d'avoir énormément de points gratuits sur ses engagements pour pouvoir se préserver justement. Si on revient sur sa demi-finale où Novak Djokovic s'impose 7-5, 6-1, 6-2 contre Tommy Paul, je pense d'une façon assez certaine que son premier set était le plus mauvais du tournoi, étant donné qu'il a commis 24 fautes directes et rends-toi bien compte, dans un seul set, 24 fautes directes, c'est plus que sur l'intégralité du match contre Carballes Baena, Dimitrov ou encore Rublev. Parce que dès le début de la rencontre, on a senti Novak Djokovic très nerveux, raide sur ses jambes, son jeu de jambes était aux abonnés absents et pourtant il va mener 5-1, 30-0 sur son service, c'est te dire que l'Américain lui aussi était resté à la maison. Et petit à petit, Tommy Paul va faire son retard, il va revenir à 5 partout, Novak Djokovic va faire 6-5, l'Américain va mener 30-0 sur son service et finalement il va se faire breaker, perdre ce premier set et derrière on ne le reverra plus. L'Américain avait quelques armes à faire valoir, notamment son revers où je trouvais qu'il tenait très bien la diagonale et surtout il changeait de direction, ce qui était vraiment ce qu'il fallait faire. Par contre, c'était beaucoup trop friable le côté coup droit et ça Novak Djokovic l'a très rapidement vu, il frappait en puissance sur son coup droit, notamment quand l'Américain était en bout de course et souvent il allait à la faute. À rajouter à ça que Tommy Paul n'a pas suffisamment bien servi avec seulement 58% de première balle et 53% de réussite. Derrière, Djokovic, dans le 2e et 3e set, a totalement déroulé, on l'a senti beaucoup plus relâché, plus agressif et ça a fait vraiment la différence. Alors certes, son tableau a été très abordable. Jouer contre Tommy Paul en demi-finale d'un Grand Chelem, c'est quand même du pain béni pour Novak Djokovic avec son énorme expérience dans ses grands rendez-vous. Mais quand même, en début d'année, il avait pris de sérieux repères à Adélaïde avec des victoires ultra convaincantes contre Shapovalov, Medvedev ou encore en finale contre Sebi Korda. Si on fait un peu le tour de ses statistiques en finale à l'Open d'Australie, du coup sur les 9 finales qu'il a disputées, 4 ont été en 3-7. 3 en 4-7 et seulement 2 en 5-7 contre Rafael Nadal en 2012 et contre Dominic Thiem en 2020. De l'autre côté du filet, on retrouvera Stefanos Tsitsipas et le grec a vraiment une bonne tête de cador
dans ce tournoi à Melbourne, étant donné que sur ses 4 dernières participations, 3 fois, il avait rallié les demi-finales. Enfin, il a brisé son plafond de verre à l'Open d'Australie pour rallier sa première finale, sa deuxième en majeur après Roland Garros 2021. Et c'est un petit peu un épouvantail sur ce début de saison. Depuis sa défaite aux ATP Finals à Turin contre Andrei Rublev, il est sur 13 victoires consécutives. Si on comptabilise les exhibitions, 10 victoires sur le circuit principal avec des matchs références contre Borna Coric, Matteo Berrettini ou encore Yannick Sinner. Autant te dire que le petit Stefanos là, il a vraiment la confiance et les repères qui vont bien. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Alice, Ishikata, Griekspoor, Sinner, Lejka ainsi que Karen Khachanov en demi-finale. Stefanos Tsitsipas, il a passé 15h30 sur les cours, il a concédé 3 sets, 2 contre Yannick Sinner et 1 contre Karen Khachanov. Contrairement à Novak Djokovic, qui a disputé plus de 30 finales en Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas, lui, n'en avait disputé qu'une seule autre, c'était à Roland Garros en 2021, comme je te le disais, ou pour se hisser en finale, là encore, contre Novak Djokovic. Il avait lâché un set contre John Isner et 2 sets contre Alexander Zverev en demi-finale, et si on fait le parallèle par rapport à sa quinzaine australienne, je trouve qu'il a vraiment pris en maturité. Parce que oui, il a clairement assumé son statut dans ce tournoi, et ce, même s'il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête avec ses lacunes côté revers, ça ne l'a pas empêché d'accéder à la finale grâce à son mental et son tennis, notamment son point fort qui est son coup droit. Je pense que c'est important de parler de la confiance qui habite Stefanos Tsitsipas en ce début de saison de par sa série d'invincibilité. Au premier tour, Quentin Halys a obtenu 3 balles de 3e set, il a mené 4-1 dans le tie-break. Au 3e tour, Griekspoor, lui, a obtenu 1 balle de second set. En 8e de finale, Yannick Sinner est revenu à 2 sets partout. Et Lejka en quart de finale, c'est lui qui a eu des opportunités dans la 2e et 3e manche. Et pourtant, à chaque fois, le grec s'en est sorti. Notamment grâce à son service, où je trouve il a vraiment progressé dans ce compartiment du jeu-là. Il arrive à trouver un meilleur timing, ce qui fait qu'il a une gestuelle beaucoup plus fluide. Et surtout, sa seconde balle kickée qui lui a permis de sauver énormément de balles de break. Ce qu'on peut pointer du doigt par contre, c'est cette décompression qu'il a eue contre Yannick Sinner. Il fait 2 très bons premiers sets, agressifs, côté coup droit, créatif en revers, où il arrivait à attaquer longue ligne, à faire un petit peu de slice, et finalement à partir du 3e set, il a commencé à accuser le coup physiquement. Son coup droit était beaucoup moins rapide, ce qui fait que l'Italien a pu insister sur le revers de Tsitsipas, et le Grec, il avait du mal à casser cette diagonale. Il est reparti un petit peu dans ses travers et il s'est fait manger dans cette diagonale-là. Après, bien sûr, il a pu compter sur son service, il en a remis une couche dans le 5e set, mais ce coup de moins bien est quand même à noter pour le Grec. Contre Khachanov, le Grec s'impose 7-6, 6-4, 6-7, 6-3, et pourtant, il a eu ce match en main, notamment dans le 3e set où il va servir pour le match. Il va obtenir 2 balles de match dans le tie-break, mais finalement, Karen Khachanov va très bien jouer sous pression, il va revenir, mais tout le mérite revient à Tsitsipas qui a su se remettre les idées en place dans le 4e set pour dérouler. Le Grec a vraiment gagné la bataille au service avec 84% de points gagnés sur sa première contre seulement 66% pour Khachanov, et c'est vraiment l'un de ses points faibles, je te l'ai dit, pour quelqu'un qui fait 1m98. Si on compare ses standards à ceux de joueurs faisant la même taille, c'est trop pauvre, et c'est ce qui explique cette 23e défaite consécutive contre un membre du top 10 pour le Russe qui doit vraiment progresser dans ce compartiment de jeu-là, faire la différence. Stefanos Tsitsipas au service, il a utilisé la même tactique que Sebi Korda, il a orienté le jeu sur le coup droit du Russe avec cette préparation très ample, cette prise en western grip qui le pénalise finalement, Karen Khachanov. Et dans le premier set, rends-toi bien compte quand même, à la relance, Tsitsipas a remis en jeu 76% des services adverses contre 51% pour le Russe. Les retours bloqués du Grec ont fait mal, il arrivait à retourner long et profond, ce qui a empêché vraiment le service plus sain de son adversaire. Et c'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas photo, c'est Tsitsipas qui était le joueur le plus solide, le plus créatif avec son slice de revers, ses coups droits dans des positions défensives. À la relance également, Tsitsipas, il a été solide dans la tête pour se remettre en place dans le 4e set, là où Khachanov a très bien joué sous pression dans le 3e set. Et ce qui a fait la différence également, c'est le service plus sain du Grec. Et en plus de viser son premier titre majeur, Stefanos Tsitsipas, comme Novak Djokovic, visera la première place mondiale. Au niveau des confrontations, le score est sans appel, Novak Djokovic mène 10-2 et pourtant il y a eu match au tout début de leur rivalité, sachant que c'est bien Stefanos Tsitsipas qui menait 2-1 et depuis il a perdu les 9 matchs qu'il a disputés contre Novak Djokovic. Ces 2 victoires, ce qui peut être surprenant, sont sur dur. C'était à la Rogers Cup en 2018 et à Shanghai en 2019. Au fait, nous c'est Games Time Talk et on a des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on te promet une couverture exceptionnelle tout au long de l'année.
On arrive aux statistiques, tu sais que je suis un grand fanat des chiffres, on constate que les deux joueurs ont été ultra performants au service. Concernant Stefanos Tsitsipas, 69 aces, 79% de points gagnés derrière sa première balle, 59% sur sa seconde balle, 83% de balles de break sauvées. Et Djokovic n'est pas en reste avec 59 aces, 64% de première balle, 79% de réussite derrière, 44% des breaks convertis et 81% de breaks sauvés. Quoi qu'il arrive, la tâche s'annonce immense pour Stefanos Tsitsipas ce dimanche, étant donné que Novak Djokovic n'a jamais perdu en finale de l'Open d'Australie et il comptabilise seulement 8 défaites à Melbourne contre Safin, Goldstein, Federer, Roddick, Tsonga, Wawrinka, Istomin ainsi que Chung, et seulement 2 joueurs l'ont battu là-bas avec un revers à une main, c'était Federer et Wawrinka. Tu l'attendais depuis le début de la vidéo, je vais enfin pouvoir déplier mon papier pour te donner la recette pour vaincre Novak Djokovic en Australie. Du coup, si on fait un petit peu notre liste de courses, il faut 6 critères pour battre Novak Djokovic sur dur. Le premier, c'est le physique. Il faut être en mesure de tenir la cadence que t'impose Novak Djokovic du fond du court, que ça soit durant 1 heure ou 5 heures. L'autre aspect ultra important, c'est le mental. Déjà, il faut s'accrocher, qu'on soit devant ou derrière au score, et surtout, il ne faut pas se voir trop rapidement, trop beau. Si en face, Novak Djokovic a une petite phase de décompression, si tu commences à toucher du doigt la victoire, tu dois rester concentré pour ne pas perdre de vue ton objectif. Enfin, d'un point de vue tennistique, il faut un bon service avec énormément de variations, notamment le service kické côté avantage qui fait très mal à Novak Djokovic. On sait que c'est un excellent relanceur. C'est peut-être le service où il peine le plus à la relance. On l'a vu avec du Dominic Thiem, avec Alcaraz, avec Korda. Ça permet vraiment au serveur de faire un bon service plus simple parce que son retour côté revers est généralement très court dans le terrain et là, le serveur peut s'avancer et faire mal tout de suite à Novak Djokovic. Ensuite, il faut un excellent revers pour pouvoir tenir la diagonale. On sait que Novak Djokovic, comment il fait la différence dans ses matchs, c'est vraiment en écœurant ses adversaires côté revers. Je pense notamment à Matteo Berrettini qui ne peut pas tenir dans ce compartiment du jeu là et forcément le Serbe va en profiter au service à la relance. Donc, il faut être en mesure de tenir cette diagonale mais surtout d'être capable de changer de direction, c'est-à-dire d'attaquer longue ligne aussi, ne pas s'entêter dans cette diagonale sans cesse, parce que c'est Novak Djokovic qui va se montrer agressif le plus tôt possible, mais si c'est toi qui changes de direction, qui prends les initiatives, là ça fait la différence. 5e critère, il faut être en mesure de pouvoir générer une bonne puissance du fond du court, comme un Thiem, un Wawrinka, et tout l'inverse de ce qu'a montré Alex de Minaur en 8e de finale. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est la qualité de le relance. On sait que Novak Djokovic a énormément progressé au service, encore plus avec l'apport de Goran Ivanisevic. Il arrive à se sortir de situations très compliquées, rien qu'avec ce service, ses variations, ses bonnes zones qui touchent. Donc il faut être en mesure à la relance d'être au rendez-vous, parce que les occasions ne vont pas être très élevées, il n'y en aura pas beaucoup, mais quand il y en aura, il faudra être en mesure de les saisir. La bonne nouvelle pour Stefanos Tsitsipas, c'est qu'il possède 4 de ces 6 critères, sachant que les 2 seuls qui lui manquent sont le revers et la relance. La stratégie que va mettre Novak Djokovic en place est très simple, mais vraiment très très simple. Il va orienter le jeu sur le revers de son adversaire, que ça soit avec son service, favoriser ses zones sur le revers, sachant que là ça fait le combo gagnant pour lui. Difficulté à la relance, difficulté côté revers, là c'est point assuré, et également dans l'échange, parce que Stefanos Tsitsipas a du mal à pouvoir engager longue ligne, donc il va perdre du terrain sur son côté revers, et ensuite Novak Djokovic va pouvoir attaquer plein coup droit. Également à la relance, on l'a vu contre Andrei Rublev, où il a martyrisé les secondes balles du Russe en lui donnant un second coup de raquette à jouer sur son revers. C'était très compliqué pour Andrei Rublev qui avait l'habitude de faire un service plus sain avec son coup droit. Là, ça va être pareil pour Novak Djokovic. Il va chercher à annihiler le service plus sain de Stefanos Tsitsipas, et pour l'annihiler, il ne faut pas relancer sur son côté coup droit, mais bel et bien sur son côté revers. Et le Serbe, comme il sait tout faire, il a une panoplie ultra complète d'un point de vue tennistique, il peut même se permettre de jouer sur le coup droit de Stefanos Tsitsipas, comme il l'a fait contre Andrei Rublev, qui est pourtant le point fort du Russe, parce que Novak Djokovic a énormément progressé côté coup droit, et qu'il a ce petit coup droit court croisé qui sort un petit peu son adversaire, et derrière ça lui laisse le champ libre pour attaquer sur le revers de Stefanos Tsitsipas. Alors, qu'est-ce que va bien pouvoir faire Stefanos Tsitsipas s'il va avoir une chance de soulever le trophée? Ce dimanche, on va passer en revue différents points de son jeu, à commencer par le service. Il va devoir passer un maximum de premières balles, surtout varier ses zones pour que Novak Djokovic ne s'habitue pas à la relance sur une certaine trajectoire, toujours mettre dans l'inconfort son adversaire, et également quand il est en difficulté, utiliser
son service kické qui a fait très mal, notamment côté avantage, parce qu'on sait que c'est le service où Novak Djokovic a le plus de mal à relancer, qui va permettre normalement à Stefanos Tsitsipas de faire un service plus sain avec son coup droit. Du fond du court, le grec va devoir se montrer très agressif, notamment avec son coup droit qui est son point fort. Dès qu'il le pourra après son service, faire du plus sain côté coup droit pour mettre en difficulté Novak Djokovic, notamment avec son coup droit court croisé qui est très bon aussi pour faire sortir Djokovic du court et ensuite l'attaquer côté revers. On peut rajouter à ça que même si Novak Djokovic est gêné à 1% par rapport à son ischio-jambier gauche, Stefanos Tsitsipas devra en profiter, ce que les précédents adversaires du Serbe n'ont pas suffisamment fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en profiter? Il faut isoler Novak Djokovic dans le côté coup droit pour ensuite frapper fort et aller sur son revers pour que Djokovic fasse des déplacements latéraux, tape son revers en extension, en appui ouvert. C'est là où il peut avoir un petit peu du mal, être un petit peu déréglé et aller à la faute. Comme tu l'auras compris, il faut impérativement casser les diagonales contre Novak Djokovic, ne pas rester dans la diagonale coup droit, ne pas rester dans la diagonale revers, il faut le faire se déplacer, le sortir un petit peu de sa zone de confort. Je te le cache pas qu'avec le revers de Stefanos Tsitsipas, ça va être très compliqué. Pour lui, il va devoir se montrer créatif, utiliser le slice pour perturber un petit peu le rythme adverse et dès que possible, changer de direction, attaquer long de ligne. Il l'a parfaitement fait dans les 2 premiers sets contre Yannick Sinner avec une balle un petit peu plus haute pour avoir une bonne marge de sécurité par rapport au filet. Mais on connaît la bête. Sur la longueur, à un moment, il va s'entêter et revenir un petit peu dans sa zone de confort, dans cette diagonale où il va perdre du terrain parce qu'on sait que c'est l'une de ses lacunes techniques, son revers dans des phases défensives et là, Novak Djokovic va se régaler à l'attaquer. L'autre point noir pour Steph, c'est vraiment la qualité de son retour. On sait que Novak Djokovic a énormément progressé au service, qu'il va très peu donner de points sur ses engagements, mais que peut-être il y aura une ou deux occasions par-ci par-là et il faudra être en mesure de les saisir. Et là, Stefanos Tsitsipas, avec la qualité de son retour encore plus côté revers, ça risque d'être compliqué. Donc pourquoi pas faire des retours bloqués qui peuvent faire un retour assez long, assez profond, qui peuvent gêner un petit peu Novak Djokovic. Vraiment, Tsitsipas, il va devoir être concentré sur ça pour saisir la moindre occasion. Et enfin, le dernier point, l'aspect mental, il va devoir ne rien lâcher, qu'il soit devant au score, ne pas perdre de vue son objectif, ou qu'il soit malmené par Novak Djokovic, toujours s'accrocher pour essayer de mettre le doute dans la tête de son adversaire qui va jouer quand même pour gros ce dimanche. Pour compléter mon analyse, j'ai revisionné les 2 seules victoires à ce jour de Stefanos Tsitsipas contre Novak Djokovic. Donc il y en a une, c'était à la Rogers Cup en 2018, où entre nous, Novak Djokovic n'a pas fait un excellent match. Il venait d'être titré à Wimbledon, il avait pris très peu de vacances, il revenait trop tôt sur le circuit, il avait un manque de repères, de rythme, et Tsitsipas a quand même fait un énorme match, mais c'est vrai que Novak Djokovic, côté coup droit, c'était pas ça. Le point vraiment positif pour Stefanos Tsitsipas, c'est que malgré la perte du second set au tie-break, il n'a rien lâché et il s'est imposé en 3-7. Sa victoire référence et celle sur laquelle il doit s'appuyer pour moi, c'est vraiment Shanghai 2019. En effet, Djokovic était en confiance à cette période, il n'avait pas perdu le moindre match et le moindre set depuis son abandon contre Stan Wawrinka à l'US Open et on a eu vraiment un match où les 2 joueurs étaient très très bons. On a Novak Djokovic qui va se procurer une seule balle de break dans ce match qu'il va convertir dans le premier set et qui va faire un mauvais jeu de service dans le second set à 6-5 où il va faire une double faute, ce qui va permettre de relancer Stefanos Tsitsipas, mais le grec vraiment aura été impressionnant, notamment avec son service plus sain, parce qu'on sait Djokovic, c'est sa relance qui est l'un de ses points forts, il arrive à relancer très long, très profond, ce qu'il a fait dans ce match, mais Tsitsipas, à chaque fois, il arrivait à trouver son coup droit, et derrière, à trouver la zone court croisée sur le coup droit de Novak Djokovic, pour lui donner une balle compliquée à manœuvrer, une balle lourde, qui faisait que Djokovic, il était très loin de cette balle, et généralement, soit Tsitsipas finissait au filet, soit derrière, il jouait sur le revers de Novak Djokovic, et il ne pouvait pas atteindre cette balle. L'ultime enseignement qu'on peut tirer de ces 2 victoires du grec sur le serbe, c'est vraiment que Steph va devoir profiter également des petites défaillances côté coup droit de Novak Djokovic. On sait que dans la diagonale coup droit, Tsitsipas peut avoir l'avantage parce qu'il a un coup droit avec une balle très lourde, très puissante, qui peut faire mal au serbe et derrière qui peut le pousser à la faute. On y est les amis, on arrive à la partie qui t'intéresse, le pronostic. Alors va-t-on assister à une victoire évidente de Novak Djokovic? Avant tout, j'aimerais rappeler qu'en début de tournoi, dans ma vidéo tirage au sort, j'avais annoncé cette finale Novak Djokovic contre Stefanos Tsitsipas. Pour moi, c'était les 2 joueurs les plus en forme en ce début de saison. En témoigne leur invincibilité à l'un et à l'autre qui vont pouvoir se disputer cette première place mondiale. Donc vraiment une finale très popcorn avec beaucoup d'enjeux. Franchement, on va se régaler. Et j'aime bien faire le petit parallèle entre Thiem et Tsitsipas, sachant que Dominic Thiem a disputé sa première finale en Grand Chelem à Roland-Garros
2018 et 1 an et demi après, il a disputé une finale à Melbourne contre Novak Djokovic qu'il a perdu en 5-7. Ça va être exactement le cas pour Stefanos Tsitsipas qui a disputé sa première finale en majeur à Roland-Garros 2021 et qui 1 an et demi après va faire une finale à l'Open d'Australie. Par rapport à toutes ces similitudes, je vois une victoire de Novak Djokovic et je vois une victoire du Serbe en 5-7 avec un match très accroché et pourquoi pas des petites phases de décompression par-ci par-là pour le Serbe. Je te rappelle que ce dimanche matin, on sera en live avec toute l'équipe de Games 10 Talk pour commenter la finale de l'Open d'Australie. Je t'invite à mettre le son au minimum de ta télé et à suivre nos commentaires. On va bien s'amuser, donc tu prends ton café, le pain au chocolat, le croissant, ce que tu veux et tu viens nous accompagner parce qu'on va passer un super moment tous ensemble. Et la fin de tournoi approchant, je t'invite à aller revisionner notre analyse du tirage au sort pour savoir si on était dans le vrai ou non. Et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.